Bonjour, c'est Mike Aldébaran. Je suis avec Philippe Méry, donc c'est une interview pour la Gazette de Rennes-le-Château et la chaîne YouTube aussi Mike Aldébaran. Alors voilà, on va présenter, il y a 3 livres à présenter que tu as fait donc au fur et à mesure. On va en premier lieu parler de celui-ci, donc ça s'appelle Abbaye Prieuré, la sortie en 2013. Couvent de France. Alors, tu vas nous parler un petit peu déjà en premier lieu de ce livre-là. Oui, avec grand plaisir. D'ailleurs, commençons par se dire bonjour. Bonjour. Et c'est avec grand plaisir que je suis avec vous cet après-midi. Oui, alors en fait, arrivé à la retraite en 2010, j'avais un souci, pour pas dire une angoisse, c'était de pouvoir m'occuper jusqu'à mes derniers jours. Et j'ai eu l'idée d'écrire, surtout, je n'avais pas de don particulier pour l'écriture, mais j'avais 3 sujets qui me tenaient à cœur. Et le premier, c'était les abbayes. C'est un vieux souvenir d'enfance. Mes parents m'emmenaient souvent dans les églises, les cathédrales, les musées et les abbayes. Et un jour, j'ai émis le souhait de pouvoir acheter un prieuré. J'ai réussi à mettre. J'ai réussi ce projet, j'ai acheté un prieuré. Et au cours d'une visite, quelqu'un m'a fait remarquer que le prieuré n'était pas connu et qu'il mériterait d'être dans un guide. Et je me suis un peu chamaillé avec le visiteur en question, car en fait je lui ai dit qu'il n'existait pas de guide, et effectivement il n'existait pas de guide, et j'ai eu comme ça, comme une fulgurance, l'idée brusquement dans la nuit qui suivait de me dire mais voilà une bonne occasion de faire ce guide qui n'existe pas. Et dès la fin du mois d'août, je me suis mis à chercher comment je pourrais faire ce guide. Et je suis allé voir un éditeur bien connu qui est Gallimard, qui m'a dit que le projet était fabuleux. Il m'a demandé de faire un avant-projet, ce que j'ai fait. Et une fois présenté, finalement, son comité de lecture a trouvé que le sujet peut-être intéressant n'aurait pas de client. Et donc, je me suis un peu rebellé contre cet état de fait. Et j'ai décidé de créer une petite maison d'édition pour produire ce livre. Alors ce livre, il m'a pris 3 ans de ma vie quand même. Il a fallu que je fasse globalement 150 000 km à travers la France. J'ai visité pas loin de 2000 bâtiments. J'ai fait 45 000 photos. Et tout ça, il a fallu que je le mette au propre, que je fasse moi-même la mise en page, que je trouve un imprimeur. Et j'ai produit ce guide qui est devenu, je le dis en toute modestie, une référence dans le domaine, puisqu'il n'existait effectivement pas de guide. C'est le seul, c'est le premier, et ce sera le dernier, car malheureusement, je vous parle d'un guide qui vient juste d'être épuisé il y a très peu de temps. J'ai vendu les derniers exemplaires dans une abbaye, dans une ville à Quimperlé où j'avais une conférence sur les abbayes. Et donc ce livre recense tous les bâtiments anciens, c'est-à-dire du début de notre ère, c'est-à-dire les premières abbayes datent du IVe siècle, jusqu'à quasiment 18e, 19e. J'ai évité les derniers couvents parce que là, ça faisait trop de bâtiments. Et j'ai recensé exactement 1600 bâtiments que j'ai pris en photo, que j'ai visité bien sûr, que j'ai historié et que j'ai même noté un peu présomptueusement pour expliquer quels étaient les plus incontournables, sachant que tout bâtiment est intéressant à voir, qu'ils soient en bon état ou même en ruine, tous valent le coup et ils étaient classés par département, par région, et ça a été un très dur travail, mais très, très réconfortant en même temps, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens intéressants, passionnés, et ce livre a eu le succès que malheureusement Gallimard n'attendait pas, et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce livre est épuisé. Il y a plus de 4000 photos au moins. Oh oui, oui, il y a beaucoup de photos, des petites et des grandes, parce que c'est le plaisir de la photo qui est un de mes autres plaisirs. Et quand on va dans des bâtiments d'exception comme les abbayes, on ne peut avoir qu'envie que de photographier, tellement il y a de belles choses. En dehors de l'abbatiale, vous avez le cloître, vous avez le jardin des simples, et puis il y a plein de choses. Il y a l'histoire aussi, il y a de l'intérêt. Et je dis toujours, les abbayes n'ont pas qu'un intérêt religieux, comme certains le pensent, c'est surtout un intérêt intellectuel, car il faut savoir que jusqu'à la Révolution, c'est dans les abbayes qu'on a développé toutes les formes de sciences, que ce soit la musique, l'écriture, les mathématiques, la philosophie, l'industrie, tout s'est développé dans les abbayes. Et il y a notamment dans ce livre le cloître et le prieuré de Carénac. D'ailleurs, je passe le bonjour à Jacques Chaumeil. Effectivement,
il faut savoir que dans ce livre, il y a beaucoup d'abbayes, une majorité d'abbayes qui sont en plus ou moins bon état, et il y a quelques prieurés. Les prieurés, souvent les gens ne savent pas ce que c'est pour définir un prieuré, on peut dire qu'il s'agit de la succursale d'une abbaye, c'est donc la même chose qu'une abbaye, mais en plus petit. Et le fait que ce soit plus petit, c'est souvent des bâtiments qui ont été achetés, modifiés, détruits. Et aujourd'hui, alors qu'il reste 1600 abbayes, il reste à peu près une centaine de prieurés. Et parmi celui de Carénac, qui est un des très beaux prieurés que l'on trouve en Dordogne, pour ceux qui cherchent. Et puis il y a celui que j'ai eu la chance d'acheter, j'aime pas le mot acheter pour un bâtiment historique, mais vous avez un très beau prieuré qui se trouve à la Ramière, qui est un petit village du Lot. Mais vous en avez d'autres encore du côté de Perpignan. Il y a quelques très beaux prieurés en France. Je précise aussi que justement, Carénac, c'est dans le Lot. Oui, c'est vrai. Et je passe le bonjour aussi à Jacques Raven, qui est dans le Lot aussi, qui a un château aussi. Est-ce que vous avez trouvé le prieuré de Sion? Ah, le prieuré de Sion. Mais il y a deux choses que je n'ai pas trouvées. C'est amusant comme question. Le prieuré de Sion, je ne l'ai pas trouvé, puisqu'en fait, il s'agit d'une réunion de sages, si on peut les appeler comme ça. Et il y a une autre chose que je n'ai pas trouvée, c'est l'abbaye dans laquelle a été tourné Au nom de la rose. Oui. Ce film très connu, qui est un très très beau film, et qui raconte la censure et toutes les difficultés à l'époque. C'est un film presque érotique en plus, que je conseille à tout le monde, Jean-Jacques Hano, si ma mémoire est bonne. Et j'ai longtemps cherché où avait été tourné ce film. J'ai fini par trouver le bâtiment en question. Il se trouve qu'il est dans les studios italiens de Cinecittà, et c'est donc une abbaye entièrement en polystyrène qui a été construite pour l'occasion. C'est une histoire assez extraordinaire, pleine d'humour. Anecdotique. Ouais. Très anecdotique. Alors, il y a le deuxième livre. Donc, Tu ne vas pas te rendre malade, que je présente ici. Donc là, celui-ci est sorti en 2019. Ouais. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu aussi. Ce livre, c'était le deuxième sujet que je voulais aborder pendant ma retraite. Il faut savoir qu'au moment du bac, il y a des moments où il faut faire des choix. J'avais envisagé pendant un moment de m'intéresser à la médecine. Quand j'ai vu les méthodes qui étaient utilisées pour apprendre la médecine, j'ai préféré apprendre la mécanique, ça me paraissait plus concret. Et donc, je n'ai pas fait d'études de médecine, et bien m'en a pris d'ailleurs. Enfin, je dis ça sans aucune méchanceté ni arrière-pensée. Mais j'ai gardé toujours ce sujet et surtout beaucoup d'intérêt pour ceux qui étaient malades. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être utile en mettant noir sur blanc ce que j'avais eu la chance de découvrir. Alors, il faut savoir que ce livre, ce deuxième livre, est la conséquence du premier. Alors, c'est un peu étonnant peut-être pour vous, mais en fait, lorsque j'ai fait le tour de toutes les abbayes, dans les abbayes, on voit plusieurs choses. On voit l'abbatiale et le cloître auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, mais il y a aussi le jardin des simples. Le jardin des simples, c'est ce jardin où on trouve bien sûr les légumes, les fleurs et ainsi de suite, mais aussi les plantes médicinales. Et grâce à ces jardins des simples, les simples étant les plantes médicinales, j'ai fait connaissance d'Hildegard von Bingen. Ouais. Et là, je suis tombé sur une femme extraordinaire qui a vécu à la fin du XIe siècle, XIIe siècle, c'était une Allemande, qui a eu une vie extraordinaire, qui était franchement une femme pleine de dons. La liste est trop longue pour que je vous en parle maintenant. Et j'ai décidé, dans le cadre de ce livre sur les abbayes, de faire le tour de la région qu'elle avait habitée, qui se trouve sur les bords du Rhin. Et j'ai visité les 3 abbayes dans lesquelles elle avait œuvré. Voilà. Et donc, il y a la première abbaye qui est Disibodenberg, après il y a eu le Rupersberg, et puis il y a la fameuse abbaye qui lui a donné son nom, c'est l'abbaye de Bingen, qui est toujours habitée par des moniales, qui évidemment perpétue sa mémoire. Et j'ai été attiré par cette femme, pas par les bâtiments, mais par la musique. J'avais appris au cours de mes pérégrinations qu'elle avait composé beaucoup de morceaux de musique, une musique un peu particulière, un peu éloignée des chants grégoriens. Ah oui, c'est aigu, et je n'avais pas du tout compris pourquoi ces aigus. C'était d'ailleurs que des chants féminins, les hommes ne participaient pas, alors que ce qui est amusant, c'est de savoir que Hildegard von Bingen avait parlé de la sexualité des femmes dans un bouquin, donc c'est assez étonnant venant d'une moniale. Non, mais donc sa musique m'avait intéressé, et je me suis donc intéressé à elle, et c'est là que j'ai découvert, aux surprises, que en fait, c'était la pionnière de ce qu'on appelle aujourd'hui les maladies psychosomatiques. Elle avait expliqué que la maladie, en fait, se crée dans notre esprit et que les symptômes, on les trouvait sur notre corps.
Et elle avait été très pragmatique, elle avait simplement expliqué que la première chose à faire quand on est malade, c'est soigner les effets, c'est-à-dire son corps. Et pour cela, elle avait donné des recettes, des plantes, qui ont d'ailleurs été révélées récemment comme étant parfaitement adaptées aux maladies qu'elle prétendait soigner. Puis elle avait surtout expliqué qu'une fois soigné en apparence, il fallait aussi soigner la cause, et que cette cause était dans notre esprit, à un autre niveau. Et là, elle expliquait que l'esprit, il fallait qu'il retrouve sa sérénité. Et elle expliquait pour ça qu'il y avait 4 moyens pratiquement fondamentaux. C'était la méditation, bien sûr, la prière, bien sûr, pour une moniale, mais après, toute forme d'art, c'est-à-dire la musique, le dessin, tout ce qui permettait d'exprimer notre inconscient. Et une fois exprimé tout ça, on pouvait retrouver un équilibre qui permettait d'éliminer toutes les aigreurs qui nous rendent malades et de retrouver une santé longue, durable et de bonne qualité. Il y a des choses intéressantes dans le passé. Tu parles aussi de Lakowski, page 333, Ouais. où justement c'est un rapport avec mon grand-père là-dessus aussi. Tu peux nous parler peut-être de Lakowski aussi? Oui, alors en fait, la première personne qui m'a inspiré pour écrire ce bouquin a été suivie d'une deuxième qui est en fait Bruce Lipton. Bruce Lipton est un Américain qui était cancérologue, qui s'est occupé beaucoup de génétique et c'est le père de l'épigénétique. Et en fait, cet Américain qui est toujours vivant, qui pète la forme parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le définir, qui est une joie incarnée, a en fait exactement dit la même chose qu'Hildegard von Bingen, sauf qu'il a utilisé des termes modernes et qu'il a expliqué qu'en fait c'est nous qui nous rendions malades, qu'on avait un esprit qui était comme un ordinateur et qu'à force de répéter à notre ordinateur la même chose, il le mettait en mémoire et qu'avec les mêmes effets, on remontait aux mêmes causes. Et les deux conjugués en même temps m'ont permis d'écrire ce livre. Alors dans ce livre, et c'est là où je parle de Lakowski, j'ai essayé d'expliquer quelles étaient les origines de la maladie, et en 2 mots, le titre qui dit « Et tu ne vas pas t'en rendre malade » explique bien que nous sommes les causes de notre propre maladie. Donc j'explique quel est le mécanisme, et il y a entre autres un Allemand... Hammer, ben oui, tu connais le nom, Hammer, le docteur Hammer, qui est un d'extraordinaire, qui a repris tout ça et qui a expliqué comment on pouvait se soigner. Il a même dit qu'en fait, avec une analyse du cerveau, on pouvait trouver les zones qui étaient fragiles et candidates au cancer. Et grâce à ces 2 personnages que sont donc Lipton et Hildegard von Bingen, j'ai testé toutes les médecines douces médecines douces sérieuses, pratiquées par des gens sérieux, j'insiste sur le mot parce que tous les gens qui les pratiquent ne sont pas forcément sérieux. Quand on trouve des gens sérieux pour vous apprendre à méditer et d'autres, je ne sais pas quoi, à faire de l'ostéothérapie, on arrive à des résultats qui sont des fois très très surprenants. Les chakras font partie de ces domaines qu'il faut connaître et ainsi de suite. Et c'était la première partie du livre. La deuxième partie du livre, c'est comment se nourrir correctement, avec une première chose impérative, c'est de boire de l'eau de qualité. Quand j'entends aujourd'hui faire l'apologie de l'eau qu'on a au robinet, je trouve ça scandaleux, c'est incroyable. Il suffit de lire ce qu'un savant qui s'appelle Benveniste a écrit sur la mémoire de l'eau pour comprendre que de boire de l'eau qui passe dans un centre d'épuration, c'est le pire des poisons qu'on puisse avoir. D'autant plus que notre corps est composé de 98% d'eau et qu'on l'alimente avec de l'eau qui est digne des égouts, de rien d'autre. Et ayant fait le tour de toutes ces thérapies, j'ai fait effectivement la connaissance de Lakowski, dont je ne suis pas un spécialiste, mais qui est finalement proposé des méthodes de guérison exceptionnelles, et il en a fait la preuve déjà sur les plantes d'abord, et après il a fait plein d'expériences. C'était un savant, et il fait partie des nombreux savants qui ont été méprisés après par la science et par la médecine classique, et il faudra bien qu'un jour on leur rende justice à eux et à bien d'autres inconnus, car en fait ils se sont tapés la tête contre un mur, ils ne sont pas arrivés à avoir le dernier mot, mais c'est comme ça. On a laissé la place à quelqu'un qui est très connu maintenant et qui nous parle de vaccins, et je ne dirai pas le nom, mais vous l'avez deviné. C'est pas rappelé. Voilà, exactement, notre ami Pasteur,
qui lui-même, il faut le savoir quand même quand on s'intéresse un peu au sujet, Pasteur a reconnu la veille de sa mort qu'il s'était trompé et que son vaccin sur la rage c'était de la foutaise parce que d'abord il n'avait pas traité le jeune gamin qu'il avait failli faire mourir avec la maladie de la rage, le chien n'avait pas la rage et tout a été comme ça, mais ça fait rien aujourd'hui, tout est basé là-dessus et c'est bien triste. Ben oui. En parlant des plantes, il y avait quelqu'un peut-être moins connu, c'est Dufour. Les forces brutes de l'univers. Il parlait beaucoup des plantes aussi, c'est un livre qu'il a écrit dans les années 1909, alors qui est beaucoup moins connu. Hein. Il y a eu Boutard aussi, et d'autres gens aussi dont on ne parle pas. On les a tous Ils ont été oubliés. oubliés. Hammer, pareil, aussi, a été emprisonné, enfin, beaucoup de soucis. De toute façon, tous ceux qui ont voulu dénoncer, soit ont été tués ou liquidés, c'est vrac, on voit ce qui s'est passé. Et tu as raison d'insister sur le mot liquider, parce que c'est vrai que quand on insiste trop, on est liquidé. Alors c'est des accidents inexplicables, dus au hasard, mais en fait il y en a beaucoup d'accidents inexplicables, et c'est vrai que les gens qui gênent, oui, les cancers foudroyants aussi, il y a des gens tout d'un coup, on se demande pourquoi ils sont morts, et effectivement les gens qui gênent, on les extermine, et c'est pas de la paranoïa, hein. C'est une véritable chose et c'est bien triste, mais c'est comme ça. Voilà. Alors le troisième livre, là on aborde des choses sérieuses, enfin sérieuses. Si, sérieuse. Elle décoiffe même. Et si tout n'était que mensonge, la véritable histoire de l'humanité, donc avec le symbole d'Horus. Exactement. Voilà. Édition du Crapaud. Le Oujda. Qui est sorti cet été. Exactement. Donc là, oui, c'est Reine de Château. Hein, il faut savoir que tu as été à Rennes de Château. Pour ceux qui pensent bien connaître Rennes de Château, monsieur est allé à Rennes de Château en première fois en 1957. Hein, 1957. C'est pas les années 100. Non, ni 80. Et encore moins 2000. Voilà, oui. On était là avant les autres. En fait, petit clin d'œil à l'histoire, ce livre est sorti le 27 septembre. Le 27 septembre, c'est la fête de Vincent de Paul. J'ai enlevé le mot saint parce qu'il y a beaucoup de saints auxquels on a attribué le mot saint, dont je me demande encore comme Saint Louis ce qu'ils ont fait de saint pour avoir ce sobriquet. Et donc il est paru le 27 septembre et c'est en fait l'histoire de mes aventures et de mes recherches et des conclusions que j'ai pu tirer sur une affaire qui paraît au départ anecdotique, qui est apparue au public dans les années 67, mais elle existait déjà avant, et qui est apparue comme simplement une histoire de trésor et de l'enrichissement d'un curé sans explication et sans résultat, puisqu'on a longtemps pensé que finalement il n'avait pas trouvé de trésor, mais qu'il profitait d'un trafic de messe. D'ailleurs, le journaliste qui a révélé le curé au milliard, il s'appelait Salomon. Est-ce que c'était pas un signe déjà? Il faut reconnaître que le nom Salomon n'arrive pas par hasard. C'est pas mal. Ouais. Alors effectivement, Salomon, on pense tout de suite à Jérusalem, par exemple, et puis au temple, et puis effectivement, de ce que je vais raconter dans mon livre, hein, et de ce que je rapporte, en tout cas, si ce n'est pas raconté. Ouais. Alors justement, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Hein. On parle aussi bien déjà Corbu, il y a plein de choses. Il y a l'affaire Betex, on va évoquer un peu au fur et à mesure. Donc, en premier lieu, Corbu. Alors, Corbu, c'était la personne qui était instituteur à Bugarache avant la guerre et qui, avec beaucoup d'opiniâtreté, a fini par pouvoir acheter à la bonne du curé, Marie Desnarnaud, le domaine dont elle avait hérité avec grande surprise de son curé préféré qui s'appelait l'abbé Saunière. Et ce garçon a donc hérité en 1953 de ce domaine. Et avant de mourir, la bonne Marie Desnarnaud lui avait promis une chose. Elle lui avait dit « Mon cher Noël, vous galérez beaucoup pour des problèmes d'argent, mais rassurez-vous, avant de mourir, je vous révélerai un secret qui vous rendra plus riche que ce que vous pouvez espérer. » Et les gens du village ignorent sur quoi il marche. Le problème, c'est que Marie Desnarnaud, comme vous et moi, ne savait pas exactement quand est-ce qu'elle allait mourir. Et elle est morte en 1953 avec d'abord une crise d'aphasie due à un AVC. Et pendant 3-4 jours, elle a essayé vainement de parler à Noël Corbu et de lui révéler son secret. Mais la voix n'était plus là.
Noël Corbu l'a accompagné jusqu'en son dernier soupir et elle ne lui a jamais révélé le secret et elle est partie avec une grande partie du secret. Alors raconte-nous les circonstances dans lesquelles tu es venu en 1957 donc à Rennes-le-Château et en plus tu as failli être propriétaire, enfin acheter la villa Béthanie. Oui, C'est quand même fort. moi c'est des coïncidences extraordinaires. Mais il faut savoir que tout au cours J'aurais jamais passé une nuit particulière en 1967 aussi. il y a beaucoup de gens qui sont C'était passés là-bas. spartiate. Mais il y a Jean de Rigny, il y a plein de gens Oui, qui sont oui, passés oui. par cet hôtel. Et, en fait, j'ai vécu pendant les recherches sur ce livre, depuis sa découverte en 1957, ce qu'on appelle aujourd'hui en permanence des synchronicités, c'est ce qu'on peut appeler aussi des coïncidences extraordinaires, ouais, qui se sont enchaînées les unes après les autres, alors que des fois je les décourageais parce que je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. Et il se trouve que m'arrivait un élément comme ça qui descendait du ciel ou de je ne sais où. Et donc le premier, c'est 1957, c'est août 1957. Mes parents sont affligés par des rhumatismes et leur rhumatologue leur conseille d'aller dans un petit village de Cure où en fait il officie pendant les 3 mois de l'été. Et voilà donc mes parents quittant Saint-Germain-en-Laye avec ses 2 enfants, en train, le métro, tout ce qu'il faut. Et on arrive par l'autorail, la Micheline, comme on disait à l'époque, à Cuisa. Ensuite, c'était quasiment une diligence qui nous attendait à la porte de la gare et qui nous emmenait à l'hôtel de la terrasse à Rennes-les-Bains. Et là, le lendemain, le médecin dit à mes parents, écoutez, pour vous occuper, vous n'avez pas de voiture, pour vous promener, il y a des promenades superbes à faire dans le coin, il y a beaucoup de sources, de rivières, de choses comme ça. Mais il y a un coin où vous pourriez aller, c'est aller visiter Rennes-le-Château, parce qu'il y a à Rennes-le-Château un monsieur qui fait des fouilles et qui recherche les restes visigoths. Alors mes parents, tout ce qui était Inca, Visigoth, Égyptien, ils n'avaient rien d'y penser. Donc dès le lendemain, 14h, on partait pour Rennes-le-Château à travers les ronces et les genêts et plein d'autres choses pour arriver au domaine que l'on appelait le domaine de l'abbé, reçu par Noël Corbu à 17h. Autant vous dire qu'ils y sont restés 2 heures, ça faisait 19h. On est arrivé à 21h ou 22h à l'hôtel. Les gendarmes avaient déjà été avertis de notre disparition et on avait fait parler un peu de nous dans le village. Mais à cette occasion, j'avais simplement pu entendre Corbu parler et montrer à mes parents des restes visigoths. Donc c'est une réalité, il a monté un certain nombre d'artefacts. Et moi, pendant qu'il racontait tout ça, j'étais parti à l'aventure dans le domaine de la Bessonnière, dans lequel j'avais trouvé un certain nombre de tôles qui étaient posées par terre, qui m'avaient interpellé. À 10-11 ans, on est toujours curieux. J'avais soulevé les tôles. Je m'étais aperçu que chaque fois, il y avait des trous qui s'enfonçaient dans le sol. J'ai trouvé que les taupes étaient très laborieuses à Rennes-le-Château, sans comprendre beaucoup plus ce qui se cachait derrière ces trous. D'accord. Et ensuite, tu es revenu là-bas, mais plusieurs années après. Je suis revenu quasiment 11 ans après, quand je suis tombé, toujours grâce à mes parents, et je leur en sais gré, sur un bouquin qui est la base de toute chose. C'est le bouquin de Gérard de Sède, 67, 68, enfin moi j'ai le bouquin 68, et c'est le bouquin qui expliquait que la Bessonnière avait peut-être trouvé un trésor, mais qu'on n'en était pas sûr, mais qu'il y avait des documents qui étaient là, qu'il y avait peut-être une histoire liée à Marie-Madeleine, et puis qu'il y avait peut-être d'autres éléments sur la généalogie des rois, enfin une histoire qui paraissait fabuleuse, et qui évidemment, comme beaucoup de gens à l'époque, m'avait intéressé. J'avais lu aussi les articles qui étaient parus dans la Dépêche à l'époque, et du coup, à partir, voilà, et puis donc depuis 68, je suis allé au départ une fois par an, à Rennes-les-Bains et Rennes-le-Château. Après, ça a été 2 fois. Et maintenant, si je ne suis pas tous les mois, je ne suis pas très loin de la vérité, quoi. Ouais. Alors, sont abordées beaucoup de choses aussi, parce qu'il y a aussi, tu parles d'Elisabeth von Buren aussi, avec le Graal et les 4 lions. Oui. Aussi, ça c'est très intéressant. Le symbolisme, même le bois qui est en triangle, qui est particulier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet endroit? Alors, et de von Buren qui parlait de l'Apocalypse, le garage 20 ans avant. Alors, Elisabeth Buren, j'ai essayé de me procurer ses livres. Aujourd'hui, c'est épuisé. 85, oui, j'en ai pas trouvé. Alors, qui elle était? Elle était la petite fille d'un président des États-Unis. Et elle avait acheté un terrain au pied de Rennes-le-Château.
et elle était persuadée, et sans doute avait-elle des raisons d'être persuadée, qu'il y avait des soucoupes volantes dans le coin, ce qu'on appelait des soucoupes volantes ou des ovnis, et elle voulait faire un aérodrome pour ovnis. Et donc elle avait, partant d'un moulin ou des restes d'un moulin ou d'une tour, elle a fait tout un terrain d'atterrissage pour ovnis, avec beaucoup de choses symboliques, qui aujourd'hui malheureusement ne sont pas entretenues et tombent en ruine petit à petit. Ah ouais, c'est très triste. Et, la colonne de Delphes est toujours là. Ouais. Mais on l'a oublié, on ne sait plus ce qu'elle a fait. Tout le monde en rit un peu, vous imaginez un ovnidrome au pied de Rennes-le-Château, ça paraît un peu loufoque, et pourtant elle était pas loin de la vérité, je pense que même elle était dans la vérité, elle avait des informations, et aujourd'hui on n'y va même pas. Les touristes foncent dans l'église de Rennes-le-Château, serrent la pince au diable, et puis repartent finalement tout contents de le retourner. Ben, c'est Lyon, c'est symbolique, hein, c'est un peu une entrée, il y a quelque chose de particulier, il y en a 4 en plus, donc c'est... Oui, aux 4 coins de la piscine, effectivement. Voilà, ouais. donc c'est un symbolisme derrière. Pour moi, et puis il y a pour moi, c'est le symbole du Graal aussi, peut-être, derrière. Le Graal et les 4 lions. Ouais. Alors moi, je ne connais pas ce qu'elle avait mis derrière toutes ces constructions. Mais rien que le site, alors le site, il faut savoir qu'il est au pied du Rennes-le-Château, Oui, oui, oui. et puis en fait, on voit le garage juste en face. Alors, J'ai fait une petite vidéo dessus ah sur ouais. Il y a une vue extraordinaire sur toute la région. C'est assez étonnant. Ouais. Alors, il y a d'autres choses aussi. Tu parles d'une contactée qui s'appelle Roscoll. Alors, justement, par rapport à la Château, Jean-Pierre Montel, je le salue, avait beaucoup travaillé sur Rosset aussi. S'était entretenu avec elle, il s'est retiré un peu du milieu ufologique, il préfère rester avec la Château. Donc tu peux nous parler un peu de Rosset, parce que c'est lié à l'Arc d'Alliance, et on pourrait le relier aussi avec peut-être Caen-sur-Alzette et d'autres choses. Ah oui, alors Roscoll, moi je l'ai découverte grâce à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Elisabeth de Caligny, qui travaille sur Nurea. Oui, elle m'a fait connaître aussi un personnage, j'en parle là parce que peut-être que je vous lirai au cours de l'interview. Elle m'a fait aussi connaître, parce que je l'ai vraiment connu lui, c'est celui qu'elle avait appelé Robert L, qui est Robert Lortal, qui est un abducté volontaire et que j'ai rencontré et dont je suis devenu ami. Et j'ai, grâce à elle, fait la découverte de beaucoup de gens. Alors Roscoll, c'est quelqu'un d'extraordinaire. En 2 mots, c'est une Française tout à fait moyenne, pleine de gouailles, qui habitait la région de Nîmes et qui un soir décide d'aller dans ce qu'ils appellent un mazet, c'est-à-dire une espèce de petite maison dans la campagne, sans confort. Elle y part avec ses chiens et en pleine nuit, elle est réveillée par les aboiements de ses chiens qui lui font comprendre qu'il y a quelque chose d'anormal. Elle pense que c'est quelques renards ou des choses comme ça et elle sort et elle tombe nez à nez avec des extraterrestres, des grands hommes, plus grands que la moyenne des gens, habillés en noir. Elle tremble de peur, elle explique ça alors tout à fait. Et ça, c'est en 1952. Oui, c'est ça, dans les années 50, effectivement. Et ces gens lui expliquent... À la Val-Dieu, le Cher-Dieu. Ouais, l'endroit, c'est ça. C'est derrière Nîmes. Et j'ai d'ailleurs demandé il n'y a pas longtemps à Guy Dahad, qui est l'auteur du livre, qui parle d'elle, parce qu'elle était très discrète, elle ne voulait absolument pas qu'on parle d'elle, ni de son histoire. Mais heureusement, Guy Dahad, qui est un ufologiste très connu, avait réussi à la convaincre de faire un livre. Et ce livre, il est encore épuisé, mais on peut en trouver si on cherche bien. Et j'ai eu la chance de m'en procurer un exemplaire. Et donc elle raconte dans ce livre qu'elle est rentrée en contact avec ces gens qui lui ont fait très peur et qui lui ont dit qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur et qu'ils venaient simplement avoir des renseignements sur la vie courante d'un Français moyen. Ils ont pris quelques pièces de monnaie, des billets, des articles de journaux, sauf que... ils lui ont fait quelques démonstrations de leur pouvoir avant de quitter les lieux. Alors ils étaient accompagnés d'un Français qui, comme elle, comme nous, servait presque d'interprète. Et elle s'est étonnée de la présence de ce monsieur. C'est l'instituteur. L'instituteur. Qui a dit, écoutez, moi je suis rattaché à rien du tout, j'ai pas de famille. Qui avait été enlevé. Et même pas enlevé. Non, en fait, il a accepté de collaborer avec eux et de leur servir d'interprète. Donc il dit, vous pouvez me faire confiance, n'ayez pas peur, ils vous feront pas de mal, et ainsi de suite. Donc il servait d'interprète, quasiment. Alors, elle s'est vite débarrassée d'eux, très contente en se disant c'est un mauvais souvenir, et elle est allée se recoucher, et elle pensait les oublier à tout jamais, quand malheureusement elle s'est aperçue que brusquement elle avait des dons de prémonition qui lui sont arrivés comme ça du ciel ou d'ailleurs, ou d'une autre planète,
et elle a vu des catastrophes, des crashs d'avions, des catastrophes comme l'écroulement d'un supermarché à Téhéran. Et tout ça, elle était étonnée. Elle racontait ça à son entourage, à son père entre autres, et puis plus tard à son mari. Mais au départ, elle n'en parlait qu'à son père, parce que son père avait fait aussi des expériences étonnantes dans la région, mais à son mari, elle ne en a pas tout de suite parlé. Et puis, petit à petit, ses dons ont augmenté, et un jour, elle s'est aperçue que le matin, quand elle se réveillait pour faire le petit déjeuner de son mari, si elle voulait se recoucher, involontairement, elle faisait des voyages hors de son corps. Ouais. Et là, elle partait toujours avec un même gars, très méprisant d'après elle, Ouais, exact. qu'elle avait appelé son tracassin. C'est vrai, ouais. Et le tracassin lui a fait visiter différentes planètes, différents univers, Des et- temples aussi, Pardon des temples aussi, des des endroits. temples et des endroits fabuleux. Et, Vous l'avez vu l'Arche d'Alliance. et non, elle l'a pas vu. Elle a Ah. refusé de la voir. Ah oui, c'est vrai. Elle a refusé de la voir. En Vous fait, voulez lui alors, montrer, ouais. oui, en fait, elle est allée dans un site qu'elle pense être le dessous du Sphinx, Ouais. du plateau de Gizeh. Et là, le gars lui a dit, voilà, les Atlantes ont caché toutes leurs archives ici, et toutes ces salles sont doublées d'or. Et alors, elle lui a demandé pourquoi autant d'or, quel gaspillage. Elle dit, il lui a expliqué que l'or, c'était le seul métal qui ne s'oxydait pas, que c'est pour ça qu'on utilisait de l'or. Et il l'a fait rentrer dans une grande salle. Dans cette première grande salle, elle a vu quelque chose qui m'a interpellé, et j'en reparle dans mon livre, c'est qu'elle a vu le signe MA. Et elle a dit à son fameux tracassin qui lui servait de guide, mais c'est quoi ce signe Volkswagen à l'envers? Alors ça n'a même pas fait rigoler le tracassin en question, qui lui a dit, mais madame, vous êtes en train de plaisanter sur un sujet qui n'est pas drôle du tout, c'est pas du tout le signe Volkswagen à l'envers, c'est le signe de 2 lettres, M et A. Et il lui a dit, mais alors, et M et A, qu'est-ce que c'est? Et il lui a répondu, mais madame, c'est les initiales du continent Mu et de l'Atlantide, 2 continents qui ont disparu. Mais elle a dit, mais c'est pas possible. Si c'est l'Atlantide, les lettres M et A n'existaient pas. Elle a dit, mais attendez, c'est des lettres éternelles, madame, et c'est bien Mu et l'Atlantide. Et effectivement, dans mon livre, j'ai réservé un long chapitre sur ces 2 continents disparus. Et après, elle est allée avec lui dans une autre salle, où c'était au cours d'une autre séance, et il lui a proposé de voir l'Arche d'Alliance. Elle a rigolé, elle lui a dit, l'Arche d'Alliance, mais elle n'est pas ici, elle est à Jérusalem. Et le tracassin lui a dit, vous rigolez, elle est en France. Alors elle dit, mais c'est pas possible, vous voulez pas la voir? Elle dit, non, non, surtout je veux pas la voir. Et elle a fait donc toute une promenade, et elle a découvert un site où il y a une tombe qu'on doit pouvoir retrouver en France, et elle est sortie avec le tracassin, toujours dans son sommeil ou dans son inconscient, et elle dit, mais c'est bizarre parce que cette région me rappelle le midi de la France. Et elle parle d'arbres que l'on trouve dans la région, et j'explique dans mon livre que ces larves dont on parle, on les a aussi du côté de Rennes-le-Château. Exactement. Voilà. L'aiguille creuse aussi, ça se rapproche de l'aiguille creuse. Exactement. Et donc On est dans la langue des oiseaux, là. son livre, elle donne des dates aussi sur le déluge, et elle explique certaines catastrophes, et elle explique que tout ça c'est lié, enfin c'est eux qui lui expliquent que c'est lié avec la précession des équinoxes, et elle fait un rapide calcul pour nous dire que cette précession des équinoxes, on est à la fin d'un cycle, et qu'on ferait bien de faire gaffe à nos abattis. Donc c'est un livre extraordinaire, et j'espère, mais ça c'est un souhait personnel, mais de voir bientôt Guy Tarade pour en savoir un peu plus, parce qu'elle explique aussi que derrière Nîmes, où elle habitait, dans la campagne, dans la Garie, il existe encore une construction que son grand-père avait édifiée, qui est tout à fait extraordinaire, basée sur un puits qui a été creusé dans des conditions inexplicables. Tout ça évidemment lié avec les extraterrestres ou d'autres forces qui nous dépassent. Et aussi les questions de l'affaire Betex, parce qu'on n'est pas loin de toute l'histoire avec Moshe Dayan. Ouais. Alors en fait, mon livre, je dois reconnaître que j'ai décidé de faire un livre au départ sans savoir ce que j'allais écrire. Ça paraît un peu incroyable et même un peu inconscient, mais je suis parti de l'histoire du trésor. Je me suis dit, ce trésor, il n'a pas été trouvé, mais est-ce que par hasard, il n'existe pas vraiment? Et là, j'ai utilisé toutes les recherches qui avaient été faites par les nombreux auteurs. Il faut savoir que sur cette histoire de Rennes-le-Château, il y a eu plus de 1000 bouquins qui sont sortis, avec des écrivains plus ou moins sérieux, mais aussi des auteurs très très compétents. Je ne vais en citer aucun, parce que sinon je vais faire des jaloux. Mais je les ai en tête, je pourrais vous donner les initiales. J'en parle dans mon livre d'ailleurs, parce que, ouais, ou FD, ou, enfin, il y a des gens qui ont vraiment, pas toujours des gens reconnus, des fois des gens critiqués, parce qu'il y avait des problèmes d'ego, des problèmes de caractère, enfin des problèmes compliqués qui ont gâché un peu l'histoire. Mais effectivement, personnellement, j'ai recensé 3 trésors.
Le premier trésor, c'est celui de l'évêché d'Alette, qui avait été caché sous l'église de Rennes-le-Château, qui a été effectivement trouvé par Saunière dans un souterrain. Et j'explique tout ça, je vous donne même dans le bouquin le parcours du souterrain, si vous voulez chercher ce qui reste, parce qu'il reste quelque chose dans ce souterrain. Il y a un deuxième trésor qui n'est pas ni celui de Blanche de Castille, ni celui des Templiers, ni celui des Cathares, mais celui qui est bien des Visigoths, qui sont venus cacher dans un souterrain, un des nombreux souterrains, et j'insiste sur le mot nombreux, qui trouve le sol du côté de Bugarache. Oui, alors justement, Jules Verne. Voilà. Voyage au centre de la Terre, Voilà. Clovis d'Ardentor. Alors, Jules Verne, on en parle, mais 1864. C'est pas un mythe. Hein. Jules Verne a habité dans un lotissement qui est à côté du Linas, parking que tous les touristes et les randonneurs connaissent. À côté, il y a un petit hameau qui s'appelle les Capitaines, bizarrement, et c'est là où Jules Verne a passé, et j'ai eu des témoignages des gens du coin, qui expliquent que Jules Verne a bien séjourné ici pendant 1 an quasiment, et qu'il a écrit après son bouquin Au centre de la Terre. Dans l'église, aussi à Bugarache, on voit dans le vitrail le bateau, en fait. Oui, alors l'église de Bugarache, c'est une église qui a été méprisée dans cette histoire. Parce que si tu parles d'église, il y a 2 églises qui sont très connues à Bugarache. La première, c'est celle de Rennes-le-Château, dédiée à Marie-Madeleine. Coïncidence sans doute, mais ça, c'est pas le fait d'un écrivain ou de Saunière. Elle est l'église Sainte-Madeleine depuis le 8e siècle. Et donc, on parle beaucoup de Marie-Madeleine dans cette église. La deuxième église qui est très connue, c'est la basilique de Marseille, qui se trouve dans la banlieue de Limoux, qui était le siège des Lazaristes. Lazaristes, qui est un ordre très connu, qui a hérité du secret qui anime toute cette région. Ils ont hérité de ce secret par le biais de l'Église catholique, et c'est Vincent de Paul qui, en 1607, si ma mémoire est bonne, retrouve le trésor dans un endroit que certains ont appelé le Pêche d'Ancouty, mais ce n'est pas exactement le Pêche d'Ancouty. Et ce trésor, en fait, il a été retrouvé par Vincent de Paul, qui n'en a déménagé qu'une partie, globalement la moitié, dans la crypte de Marseille, et qui en a laissé l'autre moitié sur place. Et cette autre moitié a été trouvée par Louis XIV, quelques 70 ans après, et ça lui a servi, entre autres, de moyen pour finir le château, le petit château qui se faisait construire à Versailles. L'autre moitié, qui était dans l'église de Marseille, a été retrouvée dans les années 1850 par un lazariste qui a trouvé la crypte qui était en dessous, et qui s'est dit que dans cette crypte, il n'y avait pas l'Arche d'Alliance, la fameuse Arche d'Alliance, dont le fameux Tracassin avait proposé à Roscoe de lui montrer comment elle était faite, et il a constaté qu'elle n'était pas là. Et il a passé le relais à un autre lazariste qui s'appelle Gasque, qui a fait des recherches avec l'abbé Boudet qui est l'abbé de Rennes-le-Château, qui a fait un bouquin extraordinaire, mais incompréhensible. Il n'a pas eu beaucoup de succès littéraire, mais c'est pas ce qu'il cherchait, puisqu'il a fait, je crois, 100 d'exemplaires, qu'il a donné à tout le monde. En fait, c'était une piste à suivre pour retrouver les secrets, et pas simplement un trésor, ni même l'Arche d'Alliance, mais tous les secrets qui avaient été découverts par lui et par d'autres. Et Boudet, Gasque et Jourde, qui était finalement le supérieur des lazaristes, se sont associés pour retrouver l'Arche d'Alliance. Et ils l'ont retrouvé en 1886, dans le fameux souterrain où Vincent de Paul avait été en 1607, sauf qu'en 1607, Vincent de Paul n'était pas équipé de scaphandre et il n'avait pas pu descendre dans le siphon qui protégeait le Saint des Saints, ou l'équivalent du Saint des Saints. Le Saint des Saints, vous devez le savoir tous, c'est la petite salle dans laquelle, dans le temple de Jérusalem, on avait mis l'Arche d'Alliance, qui contenait 2 choses, les tables de la loi et ce qu'on a appelé la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dont je peux vous reparler en 30 secondes. C'est ce bout de bois que son frère, Aaron était le frère de Moïse. Aaron était chargé de diriger les troupes pendant l'Exode, et à un moment, pour faire preuve d'autorité, il prend une branche morte, la plante dans le sable, et le lendemain matin, on s'aperçoit que cette branche a pris racine et qu'il y a déjà des feuilles vertes, symbole d'une puissance extraordinaire. Et donc, ils décident, quand ils auront mis l'Arche d'Alliance
à l'abri dans le temple de Jérusalem, de la mettre dans l'Arche d'Alliance, à côté des tables de la loi. Et petite anecdote, je pars un peu à l'aventure, là, je quitte le sujet qu'on avait, mais si vous regardez bien dans l'église de Rennes-les-Bains, de Rennes-le-Château, vous avez sous l'autel un tableau qui a été éventré par une fanatique il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps. Et là, vous apercevez que vous avez, dit-on, Marie-Madeleine qui est à l'entrée d'une grotte, qui est à genoux avec un crâne à ses pieds, et elle regarde une branche qui est presque en forme de croix. Enfin bon, on voit qu'il y a une esquisse de croix. Et au pied de cette branche qui est plantée, il y a des rameaux nouveaux avec des feuilles vertes. Elle est à l'entrée d'une grotte et on voit que derrière cette grotte, il y a une montagne assez pointue, assez élevée, avec à côté des ruines. Analyse des spécialistes de l'histoire, c'est Marie-Madeleine qui est devant la croix où Jésus vient d'être crucifié, et les rameaux verts, c'est l'enfant qu'elle porte et qui va donner une génération, la génération suivante. Ben, je crois que là, il y a une erreur fondamentale. En fait, elle est dans une grotte, devant la verge d'Aaron, et que donc elle nous indique très clairement que dans une grotte, il y a en fait sans doute l'Arche d'Alliance avec cette verge qui est dedans, cette verge d'Aaron, et que cette grotte se situe pas très loin du mont Cardou. Et quand on est sur le Basel, qui est une montagne mitoyenne du Cardou, on voit très bien et le Cardou et les ruines du château de Custosa. Et dans l'église aussi de Custosa est très intéressante. Ah ouais, alors moi je n'ai pas pu la visiter, ça paraît étonnant, mais j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'en ont parlé jusqu'à la guide. À chaque fois elle était fermée, et j'ai pas pu la visiter. Et si on des volets en fait en trompe-l'œil. Ouais. Et si on reprend le livre de Boudet, il nous parle dans presque la moitié des pages du Basel, de ce qui s'est passé, de la largeur du chemin. Le Basel sur sa carte passe avec un axe qui passe exactement à Serres, où on trouve plein de symboles qui nous poussent encore à rester dans ce coin-là. Donc je ne vois pas pourquoi on cherche l'Arche d'Alliance dans le Bugarache, parce qu'elle n'est pas au Bugarache. Pour moi, elle est dans ce fameux Basel. Et l'affaire de Camp-sur-Agly, alors, l'affaire de Camp-sur-Agly, tu fais allusion du CNRS. Voilà. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui ont présenté ça comme une légende, parce que chaque fois qu'on parle de services secrets et de choses comme ça, non, je pense que c'est tout à fait exact. J'ai fait quelques recherches là-dessus. Le CNRS est bien passé par là. Ils étaient accompagnés de services secrets. Alors, voilà, plus ou moins secrets d'ailleurs, parce qu'il y avait différents pays, dont les Anglais et dont Israël. Ils ont fait des fouilles, ils ont creusé. Alors, ils ont prétexté qu'ils faisaient des fouilles sur une période antédiluvienne dans la région, du côté de Camp-sur-Agly, mais c'est les contreforts du Bugarache. Et ils ont fait des trous que l'on peut voir encore. Ils ont fait une dizaine de trous de 100 mètres de profondeur qui étaient interconnectés entre eux. Et on prétend qu'ils auraient trouvé quelque chose et qu'un matin, ils se seraient exclamés « ça y est, on a trouvé », et qu'ils seraient partis brusquement en laissant le matériel sur place. Ça, je crois moins à la fin, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Ah ouais? Mais des bouteilles de plongée ou des bouteilles d'alcool? Ah non, d'alcool. Ah ouais, d'alcool. Ah ouais, alors c'est peut-être ça qui les a fait voir la vie en rose, peut-être plus. Mais enfin, je pense... Rothschild. Ah oui. En fait, je pense que cette expédition est sérieuse. Il y a une autre personne aussi qui est sérieuse et qui est allée là-bas, c'est François Mitterrand. Alors François Mitterrand, il y a des photos de lui à Rennes-le-Château, mais il ne s'est pas arrêté là, il est allé en hélicoptère à Rennes-le-Château, ça on l'a confirmé avec des gens qui habitent là-bas. Il faut savoir que quelqu'un qui connaissait l'histoire mieux que quiconque, c'est bien notre ami François Mitterrand. Et tout le monde sait, ou devrait savoir, il a construit plein de bouquins. Alors j'ai entamé une polémique il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui m'a dit oui, mais on lui prête une dizaine de constructions comme la pyramide bien sûr, mais l'Arche d'Alliance. J'ai un ami qui s'appelle François Emery qui a écrit un bouquin sur ces bâtiments et qui justifie l'origine de Mitterrand sans aucun problème. Alors on m'explique que le monument des droits de l'homme qui est au Champ de Mars n'est pas de lui mais a été élevé au temps de Chirac Premier ministre, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'il était Premier ministre qu'il était président de la République, parce que le président de la République à l'époque c'était François Mitterrand et qu'il s'est plié au désir du grand chef
qui lui a dit on va construire ce bâtiment. Mais si vous ne connaissez pas ce bâtiment des droits de l'homme, allez-y. Alors là, c'est inoubliable, c'est inexplicable, c'est incompréhensible. Et je vous conseille d'y aller, ça vous donnera une idée de ce que savait Mitterrand. Il y a d'autres choses dont tu parles aussi de Blavatsky, d'Alice Bailey et aussi de la référence à Sirius. Et ça rappelle aussi The Coming Race de Beverly Eaton, dont on peut rapprocher aussi des histoires de Kant, de Ozina et ça. Tu peux nous parler un petit peu de ça, c'est un peu les gens de l'intérieur. On est la bière Albert. Oui. Alors c'est plein de choses qui arrivent. C'est tellement de choses que des fois, même moi, je m'y perds. Mais en fait, Sirius, c'est très clair. Il y a une église qui a été très étudiée, enfin les deux églises qui ont été très étudiées, c'est là que j'ai dérivé. C'était, je l'ai dit tout à l'heure, celle de Rennes-le-Château et celle de Marseille. Puis on a un peu laissé tomber celle de Bugarache. Elle n'a pas intéressé grand monde, sauf peut-être André Douzet qui s'en est un peu occupé. Voilà. Mais quand on regarde cette église, bon, elle est moins criarde que les deux autres, un peu moins sulpicienne, pour reprendre le terme à la mode. Mais il faut regarder dans le détail. Les deux premières choses que l'on voit, c'est la prolifération d'étoiles. Il y a des étoiles partout, au plafond, en croisée d'ogives, au-dessus des portes. C'est la première chose qui interpelle. La deuxième, c'est les vitraux. On a des vitraux où vous avez des personnages qui n'ont pas de figure. Quasiment tous les 5 apparaissent là, n'ont pas de figure. Il y a un vitrail particulier où on voit un ange qui apprend à marcher à Jésus. Alors il a des ailes. Moi, je pense qu'au 2e degré, il faudrait peut-être voir un extraterrestre, parce que j'ai rarement entendu parler d'un ange qui apprenait à Jésus à marcher. Puis alors, il y a 2 vitraux extraordinaires. Il y en a un qu'on appelle celui des chakras. Alors, ce qui est très bizarre, c'est que les chakras, comme tout le monde le sait, il y en a 7. Le premier, c'est le chakra de la base. Et quand on remonte, le 4e, c'est celui du cœur. Sur ce vitrail, celui du cœur est vraiment mis en exergue, beaucoup plus grand. Et le mot cœur résonne à nos oreilles et nous pousse à aller voir ce qui se passe dans le cœur de l'Église. Parce que, je sais pas, on assimile aussitôt cœur et cœur. C'est pas le même cœur ni le même orthographe, mais c'est la même sonorité. Et alors, bizarrement, les chakras qui sont 7, sur ce vitrail, il n'y en a que 6. Et des gens spécialisés expliquent que le dernier chakra, qui est le chakra, comment on l'appelle, j'ai oublié, coronal, est relié à l'univers. Et que c'est le lien qu'on a avec le cosmos. Et là, bizarrement, il manque. Alors, est-ce à dire qu'il faut le trouver ailleurs? Ça a été le langage de certains spécialistes qui ont dit qu'il fallait aller au domaine de la salle. C'est là qu'on trouvait le 7e chakra. Mais on s'arrêtera là pour l'explication de ce vitrail et on ira dans l'autre, qui est tout à fait étonnant, dont on dit qu'il est plus récent, qui est un vitrail qui montre un bateau qui vient de l'est, puisqu'on voit un soleil levant derrière le bateau. Il est pleine voile vers l'ouest. Et au-dessus de lui, il y a une représentation du tarot, c'est le 7e carte du tarot, je crois, c'est la roue de la fortune. On voit une roue avec 2 personnes qui la font tourner. Et là, il y a 2 interprétations possibles. Je vous les donne, toutes les 2. Vous choisirez la meilleure. La première, on peut penser que ce bateau vient de l'Orient et qu'il transportait la Sainte Famille qui arrive au Sainte-Marie. C'est une hypothèse qui tient la route. À un détail près, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que vient faire la roue de la fortune là. Il ne cherchait pas fortune au Sainte-Marie de la Mer et encore moins. La Rotin, on parlait d'elle. Il ne cherchait pas fortune ni au Sainte-Marie de la Mer ni à Bugarache. Donc, c'est peut-être pas la bonne hypothèse. Mais il y en a une autre, beaucoup plus crédible. C'est celle qui fait qu'en 1191, 9 chevaliers envoyés pour défendre le chemin du Christ, le chemin du tombeau du Christ, parce que soi-disant les musulmans empêchaient les gens d'aller se prosterner sur ce tombeau, on a envoyé 9 chevaliers. Déjà, 9 chevaliers pour protéger un chemin qui va jusqu'à Jérusalem en passant par Damas, c'est vraiment se fiche du monde. Alors ces 9 chevaliers auraient passé 9 mois dans les ruines du temple, d'où leur nom plus tard de Templiers, parce qu'au départ ils n'avaient pas ce nom, c'était la ministre du saint, je ne sais plus quoi,
Ils avaient le nom d'une milice. Et en fait, c'est Bernard de Clairvaux qui leur a donné le nom de Templiers. Alors, ils auraient passé 9 années à creuser, sans doute parce qu'ils n'avaient rien d'autre à faire. On sait qu'il y avait un certain nombre de cryptes qui se superposaient. Et il semblerait qu'au bout de pas loin d'une dizaine d'années, ils auraient trouvé quelque chose, seraient partis avec ce quelque chose et seraient allés cacher ce quelque chose dans la citadelle de Saint-Jean d'Acre. Et ce quelque chose serait resté là pendant pas loin d'une centaine d'années, parce qu'en 1191, les musulmans assiègent cette citadelle de Saint-Jean d'Acre et vont la prendre de force le lendemain. Et juste la veille, grâce à des bateaux qui étaient arrivés tout à fait récemment, on arrive à exfiltrer un objet de première importance avec quelques héros, dont on a dit au départ que c'était des couards parce qu'ils partaient pour ne pas être trucidés. En fait, ils sont venus pour mettre bon ordre à une mission qui leur a été confiée, c'est celle de récupérer l'Arche d'Alliance qui aurait été trouvée par les 9 chevaliers. Et cette Arche d'Alliance, ils l'embarquent par la mer, et ils vont donc très certainement, mais c'est que mon avis, arriver dans le coin de Perpignan et de tous les ports qu'il y a là-bas. Et puis Perpignan, le Bugarache, il y a quoi? Il y a 50 km. Donc il ne faudrait pas être étonné de retrouver l'Arche d'Alliance ou dans le Bugarache, ou comme je vous l'ai dit juste avant, dans le Basel. Alors beaucoup de gens ont pensé qu'il était dans le Bugarache parce que cette montagne est mythique. Et parmi les gens, tout à l'heure, tu m'as demandé ce que je pensais de Betex. Betex, c'était en fait un ingénieur qui s'occupait de la sécurité sur l'aéroport de Genève, qui était très intéressé par l'histoire des Cathares, et Dieu sait si les Cathares ont marqué la région, l'Aude et l'Ariège. Il va donc venir dans cette région, il va faire connaissance de Déodat Rocher, qui est le maire d'Arques, qui est un élève de Rudolf Steiner, lui-même élève de Blavatsky, enfin, voilà exactement. Et Déodat Rocher lui explique qu'on avait surnommé le pape des Cathares, va lui expliquer que les Cathares détenaient non pas des trésors comme on l'a laissé penser, mais des secrets très ennuyeux pour l'Église catholique, et ils remettent en cause la crucifixion, le rôle de Jésus dans la religion. En fait, ils mettent tout ça en cause, et on les appelle les parfaits, mais en fait, le pape trouve qu'ils ne sont pas si parfaits que ça, et il pense à les excommunier, et il charge le roi de France de s'en occuper, et entre autres à Saint-Louis. Et ce brave Betex donc, va s'intéresser au Qatar, ce que d'autres avaient fait avant lui, entre autres pendant la guerre, les SS étaient venus dans la région parce qu'ils étaient, à mon avis, intéressés par les racines des Ariens. Voilà. Et Betex, en fait, va faire des recherches qui vont le pousser. Pardon ? Non. Et qui vont le pousser à penser qu'il devrait trouver quelque chose. Alors, il n'a jamais, a priori, prononcé le mot d'Arche d'Alliance. Il a dit qu'il cherchait des choses intéressantes et donc il s'est mis à creuser. D'abord, aidé par Déodat Rocher. Quand Déodat Rocher est mort, c'est sa secrétaire qui a pris le relais et qui a aidé Betex à chercher. Et un jour, Betex est allé voir sa secrétaire en lui disant « Je pars à Narbonne acheter du matériel plus performant parce que quasiment je touche au but ». Et il est revenu très exalté, lui promettant, alors est-ce que c'est la légende, est-ce que c'est l'imagination de Betex, je ne sais pas, il promettait de devenir très riche. De toute façon, il y a quelque chose qui est faux dans l'histoire, parce que c'est pas en trouvant l'Arche d'Alliance qu'on serait devenu très riche, parce que s'il avait trouvé l'Arche d'Alliance, il pouvait être sûr que différents pays allaient lui sauter dessus et s'emparer de l'Arche d'Alliance, donc c'est pas ce qui aurait fait de lui un homme riche. Donc je pense qu'il cherchait peut-être autre chose, je sais pas. Mais moi j'ai un doute sur l'Arche d'Alliance. Enfin, en attendant, ce que l'on sait, c'est que quelques jours après, il est mort, dans des conditions qu'on ne sait pas. C'est plus ou moins secret. Alors on pense qu'il est mort pendant, après qu'il est mort juste à la sortie, ou alors qu'il est mort plus tard quand il a été emmené encore vivant en Suisse. En attendant, il y a une hypothèse que je retiens moi, c'est qu'il aurait fait de mauvaises rencontres. Il faut savoir que les gens qui connaissent un peu ce milieu souterrain, et pour ne pas dire extraterrestre, savent très bien que n'importe qui ne peut pas y pénétrer, et surtout pas si vous n'y êtes pas autorisé. Que les protections sont nombreuses.
pour ceux qui connaissent Busségui, le mont Busségui, la découverte du mont Busségui, on sait très bien, en Roumanie, on sait très bien que les Américains ont voulu eux aussi jouer au cow-boy comme ils le font souvent et rentrer de force dans ce mont creux et qu'il y en a 4 qui ont laissé leur vie cramée sur place, quasiment. Et moi je pense personnellement qu'il est arrivé la même chose à Bétex. Et dans les recherches que j'ai faites souterraines, j'ai toujours eu à l'idée, ou du moins à l'esprit, que c'est ce qui pouvait m'arriver. Et il y a des moments où j'ai manqué de courage et j'ai arrêté parce que je ne tenais pas à finir ma vie comme Bétex. En attendant, quand Bétex est mort, et après sa mort, la secrétaire de Déodat Rocher a voulu prendre le relais, mais l'État lui a interdit de toucher à quoi que ce soit. On a fait reboucher les trous. Et comme diraient certains, game over, on a fini de jouer et on ne parle plus de rien. Ben c'est comme à Rennes-les-Bains, justement, ce fameux mur-là dont on a, en pleine nuit, on a caché des statuettes juste en face de la piscine. Oui. Un dossier important aussi, ça, oui. où l'armée est venue en pleine nuit. Oui, alors tout, quoi. Je vois que tu es bien au courant parce que cette histoire n'est pas si connue que ça. Non. En fait, quand on rentre à Rennes-les-Bains, qui était une ville où il était très difficile de circuler, un jour, il y aurait eu soi-disant un projet de faire un parking à l'entrée, projet qui a abouti, puisqu'aujourd'hui il y a un grand parking qui permet à tous les SDF de France et de Navarre de venir mettre leur camping-car. À l'époque, à cet endroit-là, très précis, il y avait un chemin de croix qui montait jusqu'en haut de la colline avec différentes stations, 14, comme le veut tous les chemins de croix des églises, qui étaient très pentus, qui tournaient en colimaçon et qui montaient jusqu'en haut. D'ailleurs, pour les curieux, s'ils font le détour par un autre chemin et qu'on va en haut de la colline, on peut voir les restes de ce chemin qui existe toujours avec les murs et tout. Et en fait, sans doute suite à une information, mais un calcul très simple que j'ai fait quand on part du seul menhir qu'il y a, qui est le menhir des Pontilles, et qu'on trace une certaine bisectrice, on tombe à cet endroit-là, juste dans ce virage. Et donc la municipalité aurait décidé de couper le virage pour pouvoir faire un parking. Il semblerait, et quand j'ai il semblerait, c'est quasiment on est sûr, qu'en fait on a fait ce parking parce qu'on avait une information comme quoi il y avait une grotte plutôt profonde dans laquelle était entassé un certain trésor. Alors, c'est pas le trésor de la Bessonnière, c'est pas le trésor des Cathares, ni de Blanche de Castille, mais il y avait un trésor qui était là. La cité des chariots. Voilà. Et ce trésor, en fait, a bien été trouvé, a été embarqué par une entreprise de Campagne-sur-Aude, et à la demande de Fabius, et là peut-être fini, ou de son entourage. Il faut savoir que Fabius avait fait sa famille, sa richesse sur les antiquités, et on raconte qu'il s'intéressait beaucoup à l'histoire, et que ce trésor aurait fini du côté de Bordeaux, mais on n'a pas de preuves, ou en tout cas dans des caves bien fermées, parce que depuis on nous explique qu'il n'y a rien du tout, mais en fait les informations que moi j'ai, c'est que cette grotte, si on peut appeler ça une grotte, a été en fait vidée de nuit, très rapidement, mais tout n'a pas été enlevé, qu'il en reste encore, mais tout ça, ça a été muré, et pour y aller maintenant, c'est un peu compliqué. Ça rappelle aussi Malraux et Gisors. Oui, bizarrement, avec le fameux Laumois, qui avait creusé, et puis Malraux qui a envoyé, dire alors tout le monde nous raconte maintenant que c'est faux, que c'est des fantasmes, ainsi de suite, mais en fait, Laumois a bien creusé. D'ailleurs, on retrouve Laumois dans l'histoire de Rennes-les-Bains, de nouveau, avec... De ça était inspiré. Oui. L'histoire, tout commence à Gisors, en fait. Ouais, exactement. Les coffres dont parle Plantard. Ah, exactement. Alors, c'est pas les mêmes coffres, c'est pas le même trésor, mais il y a des liens, il y a une histoire en tout cas qui est commune. C'est pas les Templiers, finalement, il y a aussi Argini avec Jacques Breyer. Ouais. Donc ça dont on parle très peu aussi, oui, sous le boisseau complètement aussi. Alors, c'est vrai que les Templiers ont eu un rôle extraordinaire, on les a fait riches. Moi, je ne suis pas persuadé qu'ils avaient un trésor, contrairement à ce qui se dit. Parce qu'en fait, ils ont beaucoup investi dans leur commanderie, sur des chemins. Ils investissaient tout l'argent qu'ils gagnaient. Par contre, au niveau propriété, là, ils s'étaient enrichis. Mais quand notre brave Philippe le Bel les a mis sur le four pour les faire cuire et s'en séparer, et c'était pour les faire parler, c'était pas pour apprendre où était le trésor. Ça, je crois qu'ils savaient. C'était plutôt pour savoir quels secrets les Templiers cachaient. Et ces secrets sont immenses. C'est pas simplement l'Arche d'Alliance.
et là on va beaucoup plus loin, c'est l'origine de l'être humain, parce que les Templiers avaient hérité des cathares et savaient beaucoup de choses que l'Église s'était efforcée de nous cacher sur nos origines. Et tu parlais tout à l'heure de Sirius et donc de la constellation d'Orion. C'est sans doute le message principal qu'on doit trouver dans la région, c'est-à-dire d'où vient l'être humain. Et il vient peut-être pas de je sais pas où, mais il vient peut-être d'Orion. Et c'est ce que Blavatsky a défendu, hein, Blavatsky, qui est la mère de la théosophie. Et effectivement, elle a expliqué qu'Orion était une constellation extraordinaire. Elle a expliqué que certaines étoiles avaient un rôle particulier, qu'elles étaient habitées pas toutes par les mêmes habitants, et que l'être humain serait peut-être originaire d'Orion. Alors bien sûr, on a tourné ça en complète dérision. Enfin, en attendant, quand on regarde bien l'église de Bugarach, et ça va être l'objet d'une de mes interventions bientôt sur Nurea TV, je vous donne rendez-vous le 20 décembre, où je reparlerai de Bugarach plus en détail encore. Si on regarde bien l'orientation de l'église de Bugarach, elle n'est pas plein est comme toute l'église devrait l'être. Elle est orientée à 55 degrés. C'est le solstice d'été. C'est là où apparaît l'été Sirius. Sirius qui est l'étoile la plus lumineuse de la constellation d'Orion. Et c'est le départ pour les Égyptiens qui donnaient beaucoup d'importance à cette étoile, des chaleurs et de tout ce qu'elle est poussé grâce au cru. Et le mot canicule vient du grand chien qui est la petite constellation qui va avec le fameux chasseur de la constellation d'Orion. Donc, tout ça c'est assez amusant. Et donc les allusions à Sirius, elles sont à tous les coins de rue. À tous les coins de rue. Il y en a plein d'églises de Bugarach si on est un peu curieux. Et dernier petit détail, si vous allez et que vous avez la curiosité de visiter l'église de Bugarach, vous visiterez le chœur, dont je vous ai dit qu'il était important. Et dans le chœur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le tabernacle, où vous retrouvez Sirius. Et le tabernacle est posé sur un autel qui est en granit ou en marbre rouge, le fameux marbre que Louis XIV a fait venir des environs de Carcassonne pour équiper le château de Versailles. Et vous avez sur cet autel des initiales entrelacées, M et A. M et A. Alors j'ai pensé à Marie-Madeleine, mais Marie-Madeleine c'est 2 M, c'est pas M et A. J'ai pensé à l'Assomption de Marie, puisqu'en fait l'église est décédée. Alors, chose amusante, l'église est dédiée à Marie, à l'Assomption de Marie de 15 août. Et en fait, c'est les 2 lettres M et A, toujours, à mon avis, que le fameux Tracassin avait montré à Roscoe, qui est en fait le continent mu, et l'Atlantide. 2 continents aujourd'hui disparus, dont certains commencent à penser qu'ils ont peut-être existé, en tout cas pour l'Atlantide. Edgar Cayce a fait un merveilleux travail en parlant souvent. Finalement, aujourd'hui, on commence à se dire que peut-être ce n'est pas une histoire. Et puis, il y a des gens qui s'aventurent beaucoup plus loin, qui expliquent qu'il y a aussi un autre continent, qui est le continent mu, qui aurait été dans le Pacifique, et que ce continent, en moins 80 000 ans avant Jésus-Christ, aurait disparu dans les mêmes conditions que l'Atlantide, suite à des combats féroces qu'ils se sont livrés avec les Atlantes. Et c'est en fait la fin de mon livre pour expliquer que tout ça, c'est pas ni des farces, ni des plaisanteries, ni quoi que ce soit, que c'est bien réel, et qu'il y a des gens sérieux qui ont écrit dessus, qui démontrent que c'est la réalité. Et à propos de Sirius, il y avait des documents secrets qui s'appelaient les archers, haute science secrète. Bon, ça c'est peu connu, pour ceux qui ont connu certaines choses assez troubles de la Golden Way, ces choses-là. Ah ouais, je connais pas. Ah ouais. Et il il parle de Sirius? Oui. Ah ouais. C'est le transit vers Sirius. Bon, c'est polémique. Bon. Ah ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle donc le livre.